Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Thomas Matagne, bonjour, vous êtes le président fondateur d'Ecov, bienvenue. Rémi Bastien, bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous êtes le président du pôle de compétitivité Next Move, expert automobile. On va présenter vos organisations pour commencer. Ecov, Thomas Matagne, c'est quoi ? Alors Ecov, on fait de la voiture un transport collectif. Ouais. On déploie des lignes de covoiturage dans les territoires périurbains et ruraux avec les collectivités locales. On permet en fait aux gens de partager un trajet, on appelle ça aussi du covoiturage, de manière extrêmement simple et très souple dans ces territoires. Ouais. Mais ça fonctionne un peu comme une ligne de bus, sauf que c'est des voitures particulières qu'on remplit, quoi, en quelque sorte, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On exploite les flux de voitures existants. Ouais. C'est à cheval entre du stop, du bus et du covoiturage. Donc on fait des arrêts de covoiturage et depuis ces arrêts, on peut se déplacer plus loin sur la ligne, comme pour une ligne de bus, sauf que c'est en s'appuyant sur les sièges libres qui sont dans les voitures des conducteurs qui passent par là. Rémi Bastien, même question, c'est quoi Next Move ? Bien, Next Move, donc c'est un pôle de compétitivité qui est dédié à la mobilité sur 2 régions, l'Île-de-France et la Normandie. On a 550 membres. Alors, il y a toutes les grandes entreprises du secteur automobile, mais élargi à l'énergie. On a beaucoup de PME, des startups, comme Ecov, qui fait partie de Next Move. Et donc, donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire émerger des nouvelles solutions ? Alors voilà, donc ça a été créé au départ, ces pôles de compétitivité, pour soutenir l'innovation coopérative. On s'est étendu aussi pour promouvoir les nouvelles compétences, donc faire des liens avec les territoires. Mais en fait, on est très centré sur l'innovation. Alors, un constat pour commencer. Les transports représentent le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. 54% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des véhicules particuliers. Et puis, on aurait pu rajouter ce chiffre. Finalement, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, Thomas Matagne. Les 3/4 des litres d'essence sont utilisés pour faire circuler des sièges libres. C'est ça qui est absurde dans notre façon de rouler aujourd'hui. C'est ce contre quoi vous voulez lutter ? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de pétrole en France, mais on a des sièges libres. C'est une vraie richesse dans ces territoires, parce qu'en fait, on a construit tout un système routier où, d'un côté, on a les gens qui utilisent leur voiture, de l'autre, l'infrastructure, et personne qui optimise. C'est comme si la SNCF faisait circuler des trains sur des rails qu'elle entretient, mais jamais s'intéresse à combien de personnes sont transportées. Donc, le taux d'occupation moyen des véhicules, c'est, pour les trajets du quotidien, c'est 1,3 personnes. Ça veut dire que dans des voitures qui ont 4-5 places, en général, on a 3-4 places de disponibles. Donc, on met de l'essence dans des voitures pour, en gros, ne pas les utiliser aux 3/4 de leur capacité. Donc, c'est une richesse. La question, c'est comment est-ce qu'on permet aux gens, à chacun, au quotidien, sans contrainte, de partager ces trajets. Ce principe du taux d'occupation, Rémi Bastien, effectivement, c'est quoi ? C'est un peu alors, je vais dire un nouveau concept, peut-être pas, mais en tout cas, ça commence à être vraiment intégré par le secteur, par la filière. Peut-être juste une petite précision tout à l'heure. Donc, les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces 30%, la moitié, c'est les voitures particulières. Et alors, également dans cette partie-là, les trajets longs du quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, c'est 60% de ces trajets. Vous voyez bien que pour les loisirs, les gens covoiturent, les gens partent en famille, mais sur ces trajets longs du quotidien, c'est là où on a le taux d'occupation le plus faible. Oui, on part travailler tout seul, quoi. Exactement, exactement. Alors nous, moi le premier. Vous, tous les jours. Vous entre autres. Et donc effectivement, dans notre activité d'innovation sur la mobilité, on a un axe essentiel qui est sur la décarbonation. Et donc il y a un Japonais qui s'appelle Kaya qui a fait une équation qui est intéressante, qui décompose les émissions de CO2 en 4 facteurs. Les 2 premiers sont liés aux véhicules. Donc c'est par exemple l'intensité carbone de l'énergie utilisée. La personne qui est passée avant parlait de l'hydrogène. Ça peut être Le deuxième facteur, c'est l'efficacité énergétique de la voiture. Un Hummer est moins bien qu'une Zoé, par exemple. Et puis alors, les 2 autres facteurs sont sur l'usage. Le troisième, c'est sur le taux d'occupation. Plus le taux d'occupation est élevé, moins il faut de véhicules pour transporter les gens. Et le dernier, c'est sur les distances parcourues. Le télétravail est un moyen de réduire les trajets quotidiens,
Mais il y a d'autres initiatives. Et donc, notre pôle considère en fait ces 4 facteurs et soutient les différentes initiatives qui permettent de réduire le CO2 à la fin et non pas d'être uniquement braqué sur l'axe technologique. La solution que vous proposez, est-ce que ça suppose d'organiser, de créer une filière autour? C'est-à-dire que entre votre activité aujourd'hui, est-ce que ça pourrait devenir, qu'est-ce qui manque? C'est exactement la question. En fait, on est à cheval entre la voiture individuelle, le système de transport collectif et l'infrastructure, puisqu'en fait, il faut créer des hubs, des mini-gares en fait, dans les territoires qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc, il faut repenser l'objet voiture comme un autre système. Donc, ça questionne tout le monde, à la fois les acteurs du transport collectif et les acteurs de la voiture individuelle, parce que, évidemment, la valeur de l'usage de la voiture n'est pas la même si vous avez une personne à bord ou si vous en avez 3. Donc, pour construire ça, les frontières sont un peu rediscutées. Et l'acteur clé pour faire ça, c'est notamment les collectivités locales. Parce qu'en fait, tous les systèmes de transport sont publics directement ou indirectement. Même la voiture, parce que les routes sont gratuites. Il n'y aurait pas des routes, ça serait un peu plus compliqué pour utiliser les voitures. Donc en fait, c'est vraiment l'acteur public, les collectivités, l'État qui organise. Or, aujourd'hui, il y a une conscience assez limitée du potentiel de l'optimisation de l'usage de la route, notamment de la part de ces acteurs-là, qui ont d'autres solutions, type transport collectif classique en tête, ou bien la voiture, la vision technologique de l'évolution de la voiture, c'est-à-dire aller vers l'électrique, ce qui est très intéressant et très bien, mais pas suffisant. Comment ils réagissent les collectivités locales, comment elles réagissent quand vous abordez ces questions-là? Est-ce que ça suppose de lourds investissements, justement? Parce que ça peut être ça, la première réaction. Non, c'est plutôt que c'est en dehors de leurs habitudes. Les collectivités territoriales fonctionnent avec des entreprises de transport public. Donc très vite, la solution, ça va être un tramway, ça va être une ligne de bus. Et ce n'est pas dans leurs habitudes de réfléchir autrement. Par contre, je pense que Thomas pourra l'évoquer, une municipalité comme Bourgoin-Jallieu, par exemple, qui est un territoire qui est peu dense. Bon, mettre des lignes de bus, c'est une hérésie. C'est un investissement très élevé pour des taux d'occupation des bus qui sont très faibles. Et là, c'est une municipalité qui a compris qu'utiliser un système comme celui que préconise ECOV, et je crois 3 à 4 fois moins cher que de mettre une ligne de bus, et répond bien aux besoins des citoyens. Mais c'est une autre façon de raisonner transport partagé, quoi. Racontez-nous, Bourgoin-Jallieu, ils ont été faciles à convaincre? C'est un projet qui a commencé en 2017, c'était entre Bourgoin-Jallieu et la métropole de Lyon. Effectivement, c'est là qu'on a créé la première ligne de covoiturage à haut niveau de service. Donc c'est comme du bus à haut niveau de service, avec un cadencement très élevé. Et donc on a créé cette offre, et aujourd'hui, un passager qui vient à un arrêt d'une ligne du service qui s'appelle Lane, il attend en moyenne 3 minutes 30. Donc c'est comme un métro, alors même qu'on est dans un territoire périurbain. Ça s'est construit avec la collectivité. Oui, et alors je repose la question des infrastructures, parce que vous l'évoquiez vous-même, il a fallu quand même construire un certain nombre d'infrastructures ou réadapter des infrastructures existantes? Exactement, on est plutôt sur une mise à jour des infrastructures. C'est créer des micro-points de rencontre, des hubs, et penser ce qui se passe avant-après, comment est-ce que la personne vient, est-ce qu'elle peut se garer, comment le conducteur va pouvoir s'arrêter sans que ce soit un problème de sécurité routière, etc. Donc ça, il faut le penser. Donc il y a un peu d'adaptation, c'est pas juste du logiciel. On ne résoudra pas tous les problèmes de mobilité juste avec du software et de la data dans le cloud. C'est assez concret, la mobilité. Mais c'est beaucoup moins cher que de créer une nouvelle infrastructure. Donc en fait, on est à cheval entre quelque chose qui est très conventionnel et qui peut être très cher, et quelque chose qui est purement logiciel, qui paraît peu cher, mais en fait qui nécessite d'être implémenté dans le territoire. Il y a beaucoup de Bourgoin-Jallieu en France, c'est-à-dire il y a beaucoup de municipalités qui sont dans la même problématique. En fait, dans les centres-villes, la voiture n'a pas trop sa place et les transports collectifs sont très performants, mais dès que la densité est un peu trop faible, ça marche plus très bien, et donc c'est plus performant ni techniquement, ni écologiquement, ni économiquement. Donc là, il faut trouver d'autres solutions, et c'est là que la voiture est. Et il faut se souvenir que 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont en voiture.
Donc la mobilité, voiture individuelle, Bien la sûr. mobilité est complètement dimensionnée par le système voiture. On l'a construit depuis 1 siècle et demi. Ça a été une extraordinaire démocratisation de l'accès à la voiture, mais tellement qu'en fait on la surconsomme, on la consomme n'importe comment. Donc là maintenant on est au XXe siècle. Au XXe siècle on a construit les infrastructures et le système. Au XXIe on va l'optimiser. Rémi Bastien, c'est aussi une réponse, c'est ce que vous dites, à tous ces Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Il ne faut jamais l'oublier, hein, parce que nous, on réfléchit beaucoup à des solutions qui sont parfois très urbaines, mais il y a effectivement une immense majorité de Français qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture. Exactement. Et alors, pour revenir un peu à ce que je disais avant sur le taux d'occupation, je pense que pour la plupart des citoyens, remplir la voiture pour aller en vacances ou aller au spectacle, ça, c'est assez naturel. La même démarche pour aller travailler, aujourd'hui, ça n'est pas, c'est pas dans les habitudes. Donc il faut. Oui, mais c'est aussi parce qu'on va se retrouver à être dans sa voiture avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, alors que quand on part au spectacle ou en vacances, en général, c'est des amis ou de la famille. On est d'accord, mais du coup, je pense que là, c'est là où l'initiative d'Ecov est intéressante. C'est comment rendre plus facile, plus possible ce genre de trajet partagé. Mais effectivement, dès lors que le territoire est peu dense, la voiture est d'assez loin l'objet qui est le plus facile pour véhiculer les gens. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Ce qui peut être un frein psychologique, en quelque sorte, Thomas Matagne, est-ce que vous pensez qu'il est facile à effacer, finalement ? Oui, ben, les retours d'expérience nous montrent que oui. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai sujet, les gens veulent pouvoir se déplacer librement. Donc le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on leur permet de partager un trajet sans contrainte, qu'on soit conducteur, qu'on soit passager, sans avoir à prendre de rendez-vous, sans avoir à être dépendant de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on reconstruit avec des lignes de covoiturage. Comme un très bon transport collectif, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il y a un bus qui va passer ou pas, vous y allez, vous le prenez. Et ça va. Et en face, les gens ont envie de la transition. Ils ont envie de solidarité dans les territoires, ils ont envie de transition, ils savent juste pas comment faire. Donc il faut s'organiser et permettre l'organisation pour que ce soit ultra simple au quotidien. La sobriété, parce que c'est ça dont on parle, c'est pas un choix individuel, c'est un système en fait, c'est une organisation collective qui permet à chacun ensuite d'avoir un usage, un comportement qui est plus sobre. Et faire de la voiture un transport collectif, c'est complètement ça. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'être venus présenter ces solutions d'aujourd'hui et du futur. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups.